Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, fidèles au poste chaque dimanche pour la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, je reçois le premier secrétaire national du Parti socialiste, Daniel Mwananteba, et avec lui, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse de vous recevoir, Daniel Mwananteba. Le plaisir est d'autant plus grand pour moi. Parti socialiste, vous dites, mais moi j'aime bien me référer aux autres pays, parce que la RDC ne vit pas en vase clos. On a l'impression qu'en France, le socialisme a échoué, vu ce qu'a fait Macron avec la République en marche. Macron a mis en déroute la droite et la gauche. Parti socialiste, vous êtes sûr qu'en République démocratique du Congo, le socialisme peut faire décoller ce pays? Je suis plus que convaincu. Partant de ce que vous venez de dire, je ne pense pas que ce soit une idéologie qui réussisse à gérer un pays. Ce sont les animateurs, les dirigeants. D'où qu'ils viennent, ils peuvent réussir. Sauf que nous sommes convaincus qu'avec des personnes compétentes aux affaires et un programme, bien sûr, compétent, parce que le socialisme, c'est une doctrine, mais ce n'est pas vraiment un programme de gestion. Il doit être accompagné d'un programme de gestion qui doit être basé sur les fondamentaux du socialisme, qui sont l'altruisme et la juste répartition. C'est pas un peu l'appui de l'État mamelle, comme on dit, l'État qui donne tout, l'État qui supervise tout? Oui, c'est pas un peu ça le socialisme aussi? Non, le socialisme vu sous l'angle de l'époque du marxisme peut être vu de cette manière-là, mais nous sommes des sociolibéraux, des sociodémocrates plutôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le socialisme pur ne cadre plus avec les réalités du monde. Sauf que nous disons que dans le socialisme, il y a un accent qui est mis sur le besoin de permettre à chacun de bénéficier justement du fruit de la production. Et c'est sur cet aspect-là que nous insistons. Mais il est vrai que le projet de société du Parti socialiste englobe un peu pratiquement toutes les implanté idéologies. dans toute la République, c'est un parti mallette, comme on dit le Parti socialiste? Oh, si c'était un parti mallette, il serait vraiment très lourd à porter. Mais je ne peux pas affirmer qu'il est implanté dans toute la République. Mais nous sommes en pleine phase d'implantation. Je viens moi-même du Maniema, où j'ai implanté plus ou moins 7 à 8 antennes du Parti socialiste. Nous sommes en province orientale, dans le Bas-Congo et le Bandundu. Notre secrétaire national... Congo central, Kwilu, Kwango, on a déjà changé, oui, mais écoutez, vous savez... Vraiment, on n'y arrive toujours pas. Hein? J'y arrive pas, parce que ça a été fait dans une telle précipitation que ça m'a pris de court. Et province orientale, la Chopo, en Équateur, nous sommes en train de nous projeter. C'est très difficile avec les contingences et les contraintes. Parce que les contraintes, il n'y a pas que la CENI qui en trouve. La CENI, c'est des contraintes naturelles, mais l'opposition, c'est des contraintes politiques. On ne vous laisse pas vaquer librement à vos occupations. Mais je pense que d'ici le mois de décembre, je pourrais revenir sur ce plateau et vous affirmer que nous sommes implantés dans toute la République. Dans toute la République. Nous prenons le premier condensé, mesdames et messieurs. C'est deux réactions coup sur coup, les réactions politiques par rapport à... une révélation, rencontre Kabila-Félix Tshisekedi et réaction du collectif 24 par rapport à l'interpellation des journalistes. Comme vous le savez, au début de la semaine, c'était le lundi, il y avait eu marche des mouvements citoyens et nous autres journalistes, en tout cas, nous avons été un peu secoués dans l'exercice de notre métier. Donc, plus de détails dans ce premier condensé, mesdames et messieurs. Ce que nos amis ignorent. Il est conseiller juridique de fait Étienne Tshisekedi. Michel Eboma évolue toujours au sein des l'IDPS aux côtés de Félix Tshisekedi, Chilombo. Ces cadres de l'IDPS révèlent ici les contenus de l'échange, le tout dernier à Kisangani, entre Joseph Kabila et l'évêque président de la Senko, Marcel Outembi. Le pouvoir actuel a cherché à nous rencontrer. Lorsque M. Joseph Kabila a vu Monseigneur Outembi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je vais ici dire ceux qui ne savent pas. Nous avons refusé. Nous disons, appliquons l'accord. Ils sont venus proposer le poste du CNSA au rassemblement. Nous avons refusé. Nous avons dit non. Nous ne sommes pas des gens faibles d'esprit. À la majorité présidentielle, l'on dénonce et condamne ce que Claude Machala qualifie d'affirmation gratuite. C'était une rencontre entre Outembi et Joseph Kabila, le chef de l'État. Et à ce que je sache, même le porte-parole du gouvernement n'en a pas fait écho. Mais ce sont des affirmations gratuites. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous savons tous que ce soit l'UDPS ou le RASOP, ils ont tous deux aujourd'hui une nouvelle dénomination.
La dénomination du RASOP ou de l'UDPS, la nouvelle, nous la connaissons tous. C'est les amis de Ben Chimanga. Et comment le chef de l'État pourrait-il se permettre de vouloir confier une institution de cette dimension-là aux amis de Ben Chimanga? Ces kabylistes ne va pas hésiter de s'interroger sur les relations qu'entretiennent la SENCO, l'UDPS et le RASOP. Nous savons tous seulement que M. Outebi a été rencontré le chef de l'État. Si Outebi a des comptes à rendre au RASOP, après tout le monde sait que la SENCO, au jour d'aujourd'hui, c'est la branche religieuse du RASOP. Joseph Kabila Kabange aurait-il réellement demandé de rencontrer Félix Tshisekedi Tshilombo à Marcel Outembi, président de la SENCO, d'éclairer l'opinion? Lorsqu'un journaliste étranger arrive dans un pays, il y a l'accréditation. Mais une fois qu'on est accrédité, mais on doit quand même circuler. Vous l'avez accepté. Mais pourquoi vous devez l'empêcher de circuler, aller dans un coin du pays pour couvrir les événements et faire éclater la vérité? Parce que dans cela, qu'est-ce qui se cache? On veut cacher quoi? En interdisant les journalistes étrangers d'aller à l'intérieur du pays pour ne pas diffuser quoi que ce soit. Là, c'est quand même une violation non seulement de la liberté de circulation des gens, mais une violation quand même des principes sacro-saints qui montrent, qui veulent que tout citoyen accède à la vraie information. Si nos collègues de Lucha ont voulu quand même manifester, marquer cette date, la date annoncée par la CENI, ce n'est que normal. Et les manifestations pacifiques, les marches sont constitutionnelles. C'est accepté, c'est légal. La police n'est là que pour canaliser, pour encadrer. Et c'est le devoir du journaliste d'aller partout se passe quelque chose pour informer la population, pour que la population soit au courant que voici à Limete il se passe ça, à Goma, ainsi de suite. Mais nous voyons que ici à Tchassa, tout comme à Goma, partout à Lumbashi, à Kalemi, et tout ça, on a arrêté les journalistes. Tout simplement parce qu'ils sont en train de découvrir. Même quelques journalistes de Canard Futur, on l'arrête, on ravit même les matériels. Ça, c'est vraiment une violation même de la liberté de la presse, même de la loi, et que nous pensons que le travail de la police et de l'ANER, ce n'est pas ça. Et doivent faire leur travail et laisser les journalistes aussi faire son travail. C'est parce que c'est à travers les journalistes que la population serait informée. Et que arrêter les journalistes en plein travail, ça, c'est vraiment inadmissible. Daniel Monateba, nous avons suivi les réactions de ces deux politiques par rapport à cette rencontre. Bon, la rencontre était à huis clos, mais les révélations commencent à tomber. Vous avez suivi celui de l'UDPS qui a dit que lors de cette rencontre avec Marcel Outembi, l'archevêque, que le président Kabila aurait demandé ou sollicité une rencontre avec Félix Tshisekedi. Donc, selon vous, Félix Tshisekedi, la toute première question, Daniel Monateba, Félix Tshisekedi est-il incontournable pour la paix en RDC? Bon, il ne s'agit pas ici de Félix Tshisekedi, je pense. Parce que personne n'est incontournable pour la paix en RDC. Même pas le chef de l'État, il n'est pas incontournable. Je pense que lorsqu'on parle de Félix Tshisekedi, il faut parler de lui en tant que fils d'Étienne Tshisekedi, par rapport aussi à la charge du nom qu'il porte. Il faut parler de Félix Tshisekedi en tant que président du Rassemblement, actuellement, le vrai. Et il faut parler de Félix Tshisekedi en tant que leader, actuellement, de l'UDPS, laquelle l'UDPS est vraiment en manque d'un leader éclairé, comme l'a été Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi compense un tant soit peu cet état de choses. Et à ce titre-là, aujourd'hui, il faudrait être inconscient pour ne pas comprendre ou pour ne pas savoir que si on veut vraiment... Est-il autant, Félix Tshisekedi, selon vous? Vous dites qu'il n'est pas incontournable, mais il a un poids politique qui n'est pas à négliger non plus. Mais bien sûr, bien sûr. Je dis qu'il n'est pas incontournable parce que dans ma tête, je me dis que personne n'est incontournable ou irremplaçable. Mais le poids, il est certain. Aujourd'hui, il faudrait être fou ou inconscient pour minimiser le poids politique de Félix Tshisekedi. Pas par rapport à ses preuves, mais par rapport à ce qu'il représente. Je viens de vous l'expliquer. Et à ce titre-là, je trouve tout à fait normal que le président de la République cherche à le rencontrer.
je ne vois pas... Un troisième dialogue en vue, selon vous, Daniel Monateba? Vous savez, ce qui se passe dans la tête des politiques congolais, je ne peux pas l'appréhender, je ne peux même pas le dire sur un plateau. Mais je sais que lorsque vous voyez les gens s'agiter au maximum en niant cet état de fait, après quelque temps, nous sommes désagréablement surpris d'apprendre que réellement les gens négociaient. Mais si réellement, au jour d'aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous devons encore nous projeter dans des dialogues ou dans autre chose, je trouve que ce serait vraiment regrettable pour la classe politique, particulièrement celle de l'opposition. Le dialogue, c'est notre culture, comme on cesse de nous le dire, quand il y a un problème, on se met autour d'une table et on règle les problèmes. Vous préférez qu'on les règle par les armes, Daniel Monateba? Non, je ne préfère pas qu'on les règle par les armes. Le dialogue, c'est vraiment quelque chose de très important, de très utile dans notre culture. Mais je crois qu'au-delà même du dialogue, la chose la plus importante qui peut nous permettre de régler nos problèmes, ce sont les textes de loi. Le premier texte, c'est la Constitution. Le deuxième texte que toutes les composantes ont accepté de signer, c'est l'accord de la Cinco. Dialoguer autour de cet accord pour sa mise en œuvre, d'accord, mais dialoguer autour de cet accord pour sortir en dehors des limites mises en place par cet accord, là je dis non. Et c'est pour ça que je dis, s'il y a un troisième dialogue, pour autre chose que l'application de l'accord qui nous entraînera à exiger... Il y a des spéculations, il y a des gens qui projettent, parce que vous avez dit le poids politique de Félix Tshisekedi est indéniable, mais si on le nommait cette fois-ci Premier ministre, est-ce que pour vous, cela peut avoir un effet psychologique, comme l'a été à l'époque son père, Étienne Tshisekedi, après la CNS? Vous vous rappelez? Ça aurait un impact psychologique certain. Ça aurait un impact psychologique certain. Mais dans quel sens? Si on nommait Félix Tshisekedi aujourd'hui, moi-même, j'applaudirais dès demain. Mais je pense que nous n'en sommes plus là. Même si Félix Tshisekedi devait être nommé aujourd'hui, il est là, il le sait, et il devra le savoir, si cela arrivait qu'il soit nommé, qu'il serait Premier ministre pour aller dans un seul sens, qui est celui qui va vers le respect de l'accord, tel que le Rassemblement actuellement le prône. Le respect de l'accord passe par l'organisation des élections au mois de décembre 2017. Qu'on nomme Félix Tshisekedi, Jésus-Christ ou Satan, moi, je ne m'intéresse plus trop aux personnes qui vont animer le gouvernement ou les institutions jusqu'en décembre. Ce qui m'importe, c'est de m'assurer que les élections auront lieu au mois de décembre, comme tout le monde le demande. Vous avez suivi Claude Machala, il a été quand même assez radical. L'UDPS, c'est les rassemblements aujourd'hui, c'est les amis de Ben Chimanga. La Senco, c'est la branche religieuse de l'UDPS et du RASOP. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous savez, je n'aime pas trop commenter les propos de ce monsieur qui a souvent excellé dans l'extrémisme et dans la discourtoisie. Mais je dis, si on doit parler aujourd'hui du rassemblement ou de l'UDPS comme des amis de Ben Chimanga, que dire de Gédéon? Qui a ensanglanté le Katanga? Qui a fait des veuves et des orphelins? Qui a décapité des gens? On parle même d'un cannibale en parlant de Gédéon. Qui est Gédéon aujourd'hui? Par qui est-il protégé? Mais par les amis de M. Machala. Si on dit que l'UDPS est considéré des amis de Ben Chimanga, eh bien, il faudra faire le constat que le PPRD et M. Machala sont les amis de Gédéon. C'est de bonne guerre. Le 31 juillet, hein, vous avez suivi la répression, entre guillemets, mais selon d'autres opinions, la répression a été vraiment sévère pour interdire la marche des mouvements citoyens. Pour vous, est-ce que la Constitution a été violée ou par sécurité, l'État a dit non, pas question cette fois-ci, comme l'a dit André Kimuta, on ne doit plus marcher pour garantir une certaine paix, parce que nous sommes dans une période assez critique. Donc, plus de marches, plus de rassemblements, plus de meetings. La spécialité avec nos amis du pouvoir consiste justement à leur capacité à violer régulièrement la Constitution sans que la Constitution ne crie. Dire aujourd'hui que plus de marches pour des raisons de sécurité, je me demande vraiment dans quel pays nous sommes. Je crois que même au Gondwana, les choses se passeraient différemment. Pourquoi les gens veulent-ils marcher? Pour manifester un certain mécontentement. Au lieu d'interdire les marches, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi sont-ils mécontents. Une fois qu'on aurait la réponse, il faudrait œuvrer dans le sens de taire ce mécontentement, c'est-à-dire œuvrer dans le sens de travailler dans l'intérêt de ces populations. Si les gens avaient à manger, des emplois décents, la probabilité et le moyen de faire soigner leurs enfants, de les envoyer à l'école, d'avoir des loisirs et tout ça,
il n'y aurait pas de contestation. La contestation vient de la misère. Si nos amis de la majorité du pouvoir ne le savent pas, je les informe, bien que à 5 mois de leur départ, c'est un peu tard, mais je leur informe quand même de cet état de fait. C'est la misère des populations qui pousse ces populations à chercher à marcher pour revendiquer ces droits. Mais je ne pense pas que le gouverneur soit au-dessus de la Constitution. La Constitution donne le droit aux Congolais de marcher et de revendiquer. Mais on vous dit que pour des raisons de sécurité, en fait, on n'interdit pas à la population de marcher. Parce que on avait d'ailleurs vu cette semaine, pas cette semaine, mais l'autre semaine, une certaine Lucha marchait aussi dans les rues de Kinshasa. C'est cette histoire de dédoublement. Si un jour vous vous réveillez, Daniel Monanteba, il y a un autre parti socialiste en RDC, quelle sera votre réaction? Comment faire pour éviter ces dédoublements? Je vais finir juste ce que je disais en disant qu'en interdisant les marches pour des raisons de sécurité, ça équivaut à dire qu'on viole la Constitution pour des raisons de sécurité. Pour ce qui est du dédoublement, vous savez, j'ai eu assisté au dédoublement de l'UDPS, du MSR, de l'ARC. Si le Parti socialiste devait être dédoublé aujourd'hui, rien ne me surprendrait. C'est la stratégie habituelle de nos amis de la majorité. Par contre, je me dirais que la majorité est très forte si elle parvenait au moins à dédoubler la Senko. Ça peut arriver un jour, un dédoublement de la Senko, pourquoi pas, hein? Mais dédoubler la Senko... Ce sont des hommes, hein, ce ne sont pas des... Oui, mais dédoubler la Senko équivaudrait à dédoubler l'Église catholique. Mais qu'ils le fassent. Et on dédoublera peut-être demain le cardinal Monsengo pour nous dire qu'il y a un cardinal de l'opposition et de la majorité. Non. Dédoubler, c'est bien. Quand les gens, les politiques, revendiquent leurs droits, quand ils tirent les sonnettes d'alarme, la majorité n'a que 2 réflexes. Le dédoublement ou le débauchage. Vous dites, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà. On vous débauche pour vous faire taire. On vous dédouble pour atténuer la pression de vos propos. Mais les amis de la majorité doivent comprendre que dans le dédoublement et dans le débauchage, aucune solution n'est trouvée. Parce que vous débauchez les gens, vous dédoublez les partis, mais le problème reste entier. Monanteba n'est pas, comment dire, débauchageable, j'invente le mot. Si un jour vous proposez un poste assez alléchant, parce qu'on le sait, hein, comment fonctionnent nos politiques, président de telle institution, ministre, je ne sais pas quoi, vous n'êtes pas tenté, franchement? Non, en tout cas, si la majorité pouvait parvenir à ressusciter mon père et à me débaucher en ressuscitant mon père, c'est la seule chose qui me manque. Ok. En dehors de ça, pas du tout. Ok. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, nous sommes aux élections. Nous allons voir la réaction des politiques par rapport à la publication de ces calendriers électoraux qui tardent à venir, peut-être incessamment, et la CENI, la descente de son président, du numéro 1 de cette institution, à Kisangani. Bon, je ne sais plus, c'est le chef-lieu de quelle province, mon Dieu, ex-province orientale. Voyons. On n'y arrive toujours pas. Plus de détails. Publication du calendrier électoral d'ici fin août 2017, cette annonce dénonga et dénule les faits à l'opposition. Pour Billy Kambale, la fin du mois, c'est très loin. Non, ça ne nous rassure pas à partir du moment où, le lundi passé, nous avons assisté à une répression sanglante des manifestations pacifiques pour exiger le même calendrier. La fin du mois d'août, c'est en retard, donc on veut endormir l'opposition, on veut endormir toutes les forces du changement et nous demandons que la CENI puisse publier le plus rapidement possible le calendrier électoral qui respecte la date telle que convenue dans l'accord de la Saint-Sylvestre. À la majorité présidentielle, l'on salue cette décision de la CENI. Rossil Kiwa et du PPRD. La CENI est une institution d'appui à la démocratie constitutionnellement garantie. Nous saluons le travail de la CENI. Nous savons qu'elle a vraiment du pain sur la planche. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'accompagner la CENI à la réussite de sa mission, c'est-à-dire de nous donner les élections apaisées, crédibles et transparentes, surtout démocratiques. C'est à l'issue d'une séance de travail avec une délégation de l'opposition que le président de la CENI a annoncé cette nouvelle qui apparemment ne semblait pas bouger les lignes politiques. Nanga dans l'ex-province orientale via Kisangani dans la Chopo. Le président de la CENI est à la tête d'une imposante délégation dont fait partie quelques élus nationaux du coin.
À l'approche de la fin de l'opération d'enrôlement dans cette partie du pays, Corneille Nangaa entend assurer la supervision de la fermeture progressive des centres d'enrôlement, mais également statuer avec son équipe sur l'option à lever concernant les territoires où il y a le plus de problèmes. Comme par exemple la question dans le secteur, dans le territoire de Bapassé, le secteur de Bakoum d'Angomo, où la difficulté d'accès fait qu'on n'a pas encore enrôlé un grand nombre d'électeurs, mais nous savons que nous avons lancé l'opération là-bas avec un très grand retard. Il était question de voir le mécanisme technique de pouvoir enrôler au succès de nos Congolais qui sont là. Nous allons étudier la question, analyser froidement, en regardant plus ou moins la cartographie et voir ce qui est faisable pour qu'on enrôle tout le monde. Mais aussi l'effacement de la clôture sportive. Mais globalement, le président de la centrale électorale est rassurant et fier du travail abattu par le personnel de la CENI affecté dans cette région. C'est aussi l'occasion de féliciter la population en général, mais surtout les agents de la CENI qui ont bravé la peur, qui ont bravé l'insécurité, qui ont travaillé dans des conditions difficiles. Je sais qu'ils ont fait 3 mois déjà, mais on vient d'annoncer juste la paye premièrement. Et le processus va se poursuivre dans ce sens. Ils ont fait un bon travail, ils méritent les félicitations de la Cour de. Toutefois, le président de la CENI est formel, il n'y aura pas de prolongation à l'opération d'enrôlement. Néanmoins, chaque centre doit totaliser ses 3 mois, soit 90 jours d'enrôlement. Même ma consoeur Élisée Odia, l'ex-province orientale, il nous faut encore du temps pour maîtriser toutes ces provinces, les chefs-lieux et tout. On était tellement habitués à nos 11 provinces, Daniel Molateba. Assez compliqué de maîtriser tout ça. Il faut changer les manuels scolaires. On a du pain sur la planche. Nous avons suivi la descente de Corneille Nangaa dans l'ex-province orientale. Pour vous, vous sentez que la CENI, Daniel Molateba, sans être opposant pour être opposant, mais la CENI est en train de travailler, est en train d'abattre un travail de titan dans ce pays qui est presque un sous-continent. Absolument. La CENI fait un travail formidable jusque-là. Mais nous constatons le travail de la CENI sur le terrain. Moi-même, j'ai été... vous êtes fait enrôler? Oui, je me suis fait enrôler à l'IMT. Accompagné d'une base, comme on a l'habitude ces derniers temps, avec quelques militants, avec des drapelés et tout ça? Non, pas du tout. J'étais accompagné de ma femme, de mes enfants et de quelques neveux. Parce que je considère que je n'aime pas trop le côté théâtral et folklorique de la politique. Et je me dis, vous pouvez être accompagné par 2000 personnes comme certains l'ont été. Et le jour du vote, il n'y en a que 8 qui votent pour vous. Je ne pense pas que ça aurait été... le plus grand impact. Mais certains ont eu à le faire. Je leur souhaite bonne chance. La CENI fait bien son travail, Daniel Molateba? Non, là, vous m'avez posé la question de savoir si la CENI abattait un travail de titan. J'ai dit oui, elle abat un travail de titan. Mais c'est le travail peut-être à l'échelle du plus petit des titans. Il y a des plus grands titans. La CENI aurait pu faire mieux. Le problème, ce n'est pas le travail qu'elle fait, mais la manière de le faire et la vitesse à laquelle elle le fait. Nous sommes distraits actuellement avec cette histoire. Ce sont les contraintes. La CENI rencontre beaucoup de contraintes aussi. Oui, mais le peuple congolais aussi a rencontré des contraintes pendant les 10 dernières années. Des contraintes sur son estomac, des contraintes sur sa poche, des contraintes sur sa santé, des contraintes sur l'éducation de ses enfants, des contraintes surtout. Le peuple congolais est parvenu à tenir le coup pendant 2 mandats. Aujourd'hui, les contraintes de la CENI ne doivent pas amener la CENI à reporter les élections. C'est ce que nous ne voulons pas. Corneille Nangaa l'a déjà dit, Daniel, ne faisons pas la politique politicienne. Corneille Nangaa est technicien, il nous a dit, nous a démontré, si vous avez été pendant les accords de la Saint-Sylvestre, il a été clair, même dernièrement ici, il le dit, c'est pas possible qu'il y ait des élections cette année. Il faut le dire à votre base, à votre population, à ceux qui vous aiment, ceux qui vous suivent, que c'est pas possible cette année. Non, moi je n'ai pas à dire à ma base, à ceux qui m'aiment, à ceux qui me suivent, de tenir compte des propos de Corneille Nangaa. Ma base, ceux qui m'aiment, ceux qui me suivent, se basent sur un accord, qui est l'accord de la Saint-Sylvestre, au sein duquel la CENI a été appelée, au sein duquel la majorité était présente, l'opposition signataire, le rassemblement, la société civile étaient présents, et ils se sont tous
en présence des prêtres, ils se sont tous engagés à signer cet accord et à le faire appliquer. Que disait l'accord? Que les élections devraient intervenir au plus tard, avant fin décembre. Jusque-là, moi, je ne vais pas prendre acte des propos de Corneille Nangaa. Je me fie à l'accord. Si, par la magie, ça c'est une... Qu'est-ce qui va se passer? Politique fiction. Si le 31 décembre, il n'y a pas élection, qu'est-ce que vous allez dire à votre base? Moi, j'ai rien à dire à ma base. Mais vous êtes là, vous êtes un leader d'opinion, vous avez quelque chose à dire. Oui, vous leur direz rien? Madame Paulette, actuellement, soyez convaincus, et croyez-moi, que ce que nous appelons notre base n'est en fait pas notre base. C'est une population qui en a marre. Et au jour d'aujourd'hui, aucun, je dis bien aucun leader politique n'a le pouvoir d'imposer sa vision à ce peuple-là. Aucun. Expliquer, oui, mais dire, non, non, il n'y aura pas élection pour ça. Aujourd'hui, les gens réfléchissent à leur manière. La population n'a déjà plus confiance aux politiciens que nous sommes. Et c'est à juste raison, nous l'avons déçu en permanence. Aujourd'hui, le peuple lui-même sait ce qu'il se passera le 31 décembre. Tout dépendra de lui. Aujourd'hui, demander aux politiques d'informer leur base ou de calmer leur base, c'est une gageure. Ce que le gouvernement et le pouvoir en place auraient de mieux à faire, c'est de chercher un moyen d'améliorer les conditions de vie de ces populations d'ici à décembre. Que les gens sentent que les choses vont mieux. Avec quel budget, Daniel Monaté? Avec quel budget? Avec quel budget? Mais partant du principe déjà avec que le dollar cela qui avoisine, bon, c'est en train de faire son yo-yo, le dollar, je sais pas, on connaît même pas trop le taux officiel du dollar, mais avec quelle économie, avec quel budget, avec... Mais qu'on ne nous fasse pas croire que l'inflation est la cause de tous les maux. Vous savez, la lire italienne à l'époque, je me rappelle, était une monnaie flottante, qu'on laissait glisser comme ça, qui se dépréciait tous les jours. Mais c'était une politique gouvernementale. Le problème aujourd'hui, 5 ans durant, allez dans les rubriques budgétaires, les différents budgets de chaque année. Chaque année, il y avait une cagnotte qui était dégagée, de l'ordre de 200 millions, qui était dégagée pour la CENI, pour l'organisation des élections. Où allait cet argent? Au bout de 5 ans, nous étions censés avoir au moins 1 milliard ou 1 milliard 100 millions. Où est allé cet argent? Disparu et personne n'en parle. Aujourd'hui, on est en train de dire contrainte, contrainte, contrainte. Oui, mais n'oublions pas, parce que le calendrier électoral, c'est une chose. Mais qui n'est pas encore publié. Hein. On attendait la formation du CNSA, ça y est. Mais oui, mais il y a des personnes aujourd'hui qui sont détentrices de 2, 3, 4 cartes d'électeurs. Je pense que vous avez sûrement eu ouï dire de cela. C'est-à-dire, dès aujourd'hui, il y a encore un ajout de doublons. Mais n'oublions pas que c'est le même Corneille Nangaa qui nous avait promis la refonte du fichier électoral, qui passait par un toilettage en termes de doublons et consorts. Ça n'a jamais été fait. Et on continue à enrôler les gens comme ça. À quelle fin? Je rappelle que la démocratie ne se situe pas dans l'organisation des élections. La démocratie se situe dans le dépouillement des urnes. Parler de contraintes, c'est bien, mais entre-temps, on organise déjà une fraude massive au niveau même de la CENI. À défaut de l'organiser, on la cautionne. On vous reproche aussi, vous, de l'opposition, de préparer simplement vos revendications après les élections. Est-ce que Monaté a des témoins dans les salles quand les gens se font enrôler? Est-ce que vous avez des témoins pour voir un peu comment ça se passe? Mais est-ce que nous avons besoin de mettre des témoins dans les salles d'enrôlement? Quelqu'un qui s'enrôle à l'IMET avec une identité X et qui s'enrôle ensuite à l'EMBA. Est-ce que vous dénoncez? Est-ce que vous avez des preuves? Vous amenez ça chez Corneille Nangaa pour dénoncer? Mais on peut bien parler, mais il faut dénoncer. Vous savez, lorsque vos membres viennent vous dire que Nakutanina Mutuboe Azana 3 cartes, Nakutanina Batumoko Boebakan, certains sont même arrêtés. Corneille Nangaa le sait. Parce que la police travaille, la CENI travaille aussi un minimum. Il y a des gens qu'on est en train d'attraper avec 2, 3 cartes d'électeurs. Même photo, identité différente. Aujourd'hui, Madame Paulette, c'est bien beau de dire on ne fait que se plaindre après. Prenez pour exemple qu'une salle, un centre de vote, la salle a plus ou moins 30 ou 40 mètres carrés, au maximum. Imaginez que nous avons plus de 700 partis politiques. Si chaque parti politique devait mettre un témoin, même la moitié du nombre des partis politiques devait mettre un témoin, nous nous retrouverions avec 350 témoins par salle. Chose impossible. Ce qui fait que même ça, c'est encore un piège de la majorité. Amenez vos témoins, amenez vos témoins. La plupart des témoins que j'avais en 2011 n'ont pas pu avoir accès dans toutes les salles. Certains des témoins ont été tabassés lorsqu'ils ont voulu dénoncer certaines fraudes en 2011. J'en étais témoin. Beaucoup de mes témoins ont été menacés. Certains frappés.
Mais aujourd'hui, je crois que ce n'est plus à ce niveau-là qu'il doit y avoir le plus grand contrôle. Ne vous en faites pas par rapport aux témoins et au contrôle au niveau des centres de vote. Au niveau du Parti Socialiste, nous avons déjà une stratégie que nous avons mise en place qui pourrait aider même l'ensemble de la classe politique et l'ensemble de l'opposition. Mais je ne le dirai pas sur votre plateau, mais soyez sûr que nous avons déjà trouvé la parade, parce qu'on s'est fait rouler assez longtemps. Mais au-delà de cela, les contraintes de Corneille Nangaa sont dues à quoi? L'argent, les difficultés de ceci, de cela. Gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est prévenir, et gouverner, c'est anticiper. Si on est incapable de prévoir, de prévenir et d'anticiper, c'est qu'on n'est pas capable d'être un bon gouvernant. Et quand on ne l'est pas, on démissionne. On démissionne. On n'a pas cette culture, Daniel Monanteba, et vous le savez très bien. Nous prenons le troisième dossier, mesdames et messieurs. Nous allons au ministère de l'Éducation supérieure et universitaire. Vous savez ce qui se passe là-bas, le branle-bas de combat entre Mbikaï et Tchibala, entre Mbikaï et le comité entrant-sortant de l'IEC, vous le savez. Donc, nous allons en parler dans ce troisième condensé. Rassis, si vous pouvez nous donner les images, s'il vous plaît. On en est déjà au troisième jour de non-accès aux installations de l'Institut supérieur de commerce. Les travailleurs de cet établissement d'enseignement supérieur qui se sont rendus sur place n'y ont pas eu accès. Toutes les portes sont scellées et la police quadrille l'établissement. Hier, mardi, c'était férié pour tout le monde. Aujourd'hui, on arrive, on nous dit qu'il n'y a pas d'accès. On est en train de pourchasser les agents comme s'ils étaient des malfrats, nous disons. Les agents ont droit de travailler. Et si les étudiants étaient déjà privés de leurs réjouissances, mais les travailleurs doivent travailler. Si on a changé les comités de gestion, les agents sont contents. Et si on a remplacé le nouveau comité de gestion, vous avez vu vous-même qu'il y avait des tambours battants. Donc les agents aiment et ils attendent de travailler. Suspendu pour mégestion, le professeur Mbangala a été remplacé par le professeur Arma Kabange, dont l'arrivée à l'IEC a été applaudie par tous les agents. La communauté de l'IEC est à 100% contente de travailler avec les nouveaux comités de gestion. Et le fait qu'on ait reproché à l'ancien comité de gestion d'avoir confié la gestion de l'argent de l'IEC à un individu et que ce monsieur-là retient sur chaque étudiant, sur l'argent de chaque étudiant, 7,5 $. Vous constatez vous-même que c'est la communauté de l'IEC qui est en perte à ce moment-là. Faudra-t-il alors réhabiliter l'ancien comité de gestion? En tout cas, les agents de l'IEC n'en veulent pas. L'on doit respecter l'arrêté du ministre Steve Mbikaï. Il faudrait qu'on respecte la décision ou l'arrêté du ministre qui a à sa charge la gestion des universités. Donc, il a pris cette décision pour écouter ou pour que ces gens puissent d'abord montrer les éléments de leur défense, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce moment-là, comme ces gens n'ont pas encore présenté les éléments de leur défense, on ne peut pas les réhabiliter. Et c'est pourquoi nous soutenons la décision du ministre de l'ESU qui a agi en vrai père de famille. La délégation syndicale invite les gouvernements à éviter les feux à l'IEC par les soutiens au nouveau comité de gestion. Quand une certaine opinion soutient que le ministre de l'ESU s'est distingué par une insubordination vis-à-vis du Premier ministre après l'instruction de ces derniers pour la réhabilitation du comité de gestion suspendu à l'IEC, la réponse de Steve Mbikaï Mabuluku ressemble à ceci. Je dis que je travaille en toute loyauté vis-à-vis d'abord du chef de l'État, mais aussi vis-à-vis du Premier ministre. Je ne peux jamais aller en rébellion contre la hiérarchie. Mais tout simplement, j'ai reçu la lettre du Premier ministre le 28 juillet. Je l'ai vu le même soir et j'ai voyagé trop tôt matin, le 29 juillet, pour le Kasaï. Et je lui ai promis que de mon retour, je lui ai écrit à partir de Mbujmaï, de mon retour, je vais signer l'arrêté rapportant le premier sur son instruction. Je suis revenu le 2 au soir, et puis le 3, j'ai signé l'arrêté
qui rapporte l'arrêté de suspension. Alors je crois que ce n'était pas une question de bras de fer entre le ministre et puis le Premier ministre, ça n'a aucun sens. Je travaille sur la supervision de la coordination du Premier ministre qui est chef du gouvernement. Donc c'était tout simplement une fausse interprétation de la part de l'opinion. Le ministre de l'Essu a aussi fixé l'opinion sur la suite réservée à la commission d'enquête après réhabilitation du comité Bangala. Simbikai soutient et rappelle que cette commission va poursuivre ses travaux tels que prévu. Simbikai souhaite par ailleurs voir la paix régner à l'IEC et que les activités académiques reprennent leur cours normal. Daniel Monanteba, vous avez vu hein, les deux images. Steve Mbikai, ministre de l'Essu, a carrément dit qu'il n'a pas eu une subordination vis-à-vis du Premier ministre Tchibala, qu'il a ordonné à ce que ce comité soit remis à la tête de l'IEC. Pour vous, je sais que vous êtes un homme de texte, vous aimez le respect des textes. Qui a raison dans cette histoire? C'est pathétique, c'est ridicule. Vous entendez le ministre Mbikai justifier la réhabilitation de ce comité, non pas de par le fruit de l'instruction, le fruit de l'enquête. Le comité, parce que l'enquête n'est pas encore terminée. Pas encore terminée, mais juste par le fait qu'il ne peut pas entrer en rébellion avec son Premier ministre et qu'il vous dit qu'il a toujours promis d'être loyal d'abord envers le chef de l'État et aussi envers le Premier ministre. Eh bien, je rappellerai à M. Mbikai que lorsqu'on est un gouvernant, la première loyauté, on la réserve à son peuple. Lorsqu'on est ministre, on est d'abord loyal vis-à-vis de la République, loyal vis-à-vis de son peuple, et ensuite vis-à-vis du chef de l'État et du Premier ministre. Vous vous dites loyal vis-à-vis du chef de l'État, loyal vis-à-vis du Premier ministre, contre qui vous ne pouvez pas entrer en rébellion, mais la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, dit-on. Vox Populi, Vox Dei. J'ai suivi les commentaires du personnel administratif de l'IEC. Qui a été presque content du départ du comité Mbangala. Tout à fait heureux. Et beaucoup d'étudiants ont été heureux aussi. Mais c'est-à-dire que c'est eux, le peuple, qui a fait entendre sa voix. La voix de qui avez-vous entendu? Écoutez. Avec cette histoire d'argent, on a suivi le monsieur qui a parlé qu'on prend sur chaque étudiant 7,5 $, une ponction, je dirais même une ponction Lambert, hein, de 5,5 $ sur chaque étudiant. Ce n'est pas une histoire de mafia, d'argent, tout ça, tout simplement, mais comme il y en a partout en RDC. C'est tout simplement une histoire d'argent. Imaginez que les étudiants ont les moyens de payer 200, 300 $. Mais nos papas fonctionnaires ici, à qui on ponctionne de l'argent sur leur compte à chaque versement, chaque paiement de leur salaire, une partie de leur salaire est amputée et placée dans les banques. C'est une mafia, tout simplement. Mais c'est des choses qui ne doivent pas nous étonner. Tout ce que nous devons faire, c'est, d'une certaine manière, être heureux. Comme moi, je le suis. J'invite le peuple à commencer à retrouver son bonheur. Il ne reste que 5 mois à ces gens pour s'en aller. Et à ce titre-là, je me dis que 5 mois, ce n'est pas une éternité. Nous continuons, mesdames et messieurs, point de presse de l'Azado, une structure de la société civile, et la conférence sur la femme africaine. Les agents des régies financières, ils sont payés. Le rapport de Global Witness intitulé « Distributeur automatique des billets du régime » continue à susciter des réactions. À l'Azado, l'on estime que le dit rapport ayant provoqué des protestations au ministère de Mines, au secrétariat technique des litiers RDC et à la GECAMINE a l'avantage de remettre sur la table les questions soulevées par les organisations de la société civile. Ce au-delà du débat sur les chiffres où chaque parti tient à avoir raison. S'agissant de la clé des répartitions de pénalités perçues par les régies financières auprès des entreprises extractives, l'Azado parle d'un système qui favorise une minorité d'individus au détriment du trésor public et la corruption dans la mesure où le fonds octroyé aux régies financières échappe à toute traçabilité et au contrôle des litiers RDC. Nous disons oui, si ces 750 millions peuvent être trouvés dans les rapports ITIE, la deuxième question qu'il faut se poser, comment cet argent a été affecté?
Voilà la question que le gouvernement n'a pas abordée. Voilà la question pour laquelle nous demandons que la GECAMIN publie ses états financiers. C'est à partir des états financiers de la GECAMIN que nous allons voir comment cet argent a été affecté. La ZADO a pour ce faire formulé quelques recommandations au gouvernement, au comité exécutif des l'ITIE RDC et à la GECAMIN. Elle demande au gouvernement de revoir la clé des répartitions de pénalités entre le trésor public et les régies financières. À l'ITIE RDC d'ouvrir un débat public de parties prenantes sur la gestion et l'affectation des revenus du secteur extractif perçus et gérés par les entreprises publiques. Et à la GECAMIN de publier ses états financiers sur son site web. À cette occasion, le président de la ZADO a annoncé officiellement la création du réseau Sud Congo dont il est coordonnateur. Ce réseau a pour mission d'analyser les impacts positifs et négatifs des industries extractives en République démocratique du Congo. L'ASBEL Moissia Congo n'a pas voulu passer sous silence la célébration de la journée dédiée à la femme africaine commémorée le 31 juillet dernier. À cet effet, cette association qui a pour but ultime la promotion de la femme a prévu toute une série d'activités au profit de la femme congolaise. Ces activités visent à étendre la sensibilisation de la femme au niveau de la région de l'Afrique en prévision de l'année prochaine. La présidente de Moissia Congo revient sur le sens de cette manifestation. C'est une ASBEL à objectif multisectoriel dont le principal est la promotion de la femme. Voilà pourquoi elle fait de son cheval de bataille la résolution 66/130 de l'Assemblée générale des Nations Unies, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les protocoles à la Charte africaine pour les droits de l'homme et du peuple relatifs aux droits de la femme en Afrique, ainsi que l'article 14 de la Constitution de notre RDC du 18 février 2006. Quelques personnalités ont également pris part à cette conférence, notamment la ministre du Genre, Famille et Enfants. Celle-ci a pris un engagement ferme d'accompagner l'ASBEL Moissia Congo dans toutes ses activités. Je prends devant vous l'engagement ferme et la responsabilité de lui donner dorénavant la place qu'elle mérite. Pour ce faire, j'envisage de prendre, avec votre soutien à toutes, une initiative nationale destinée à proposer aux instances de l'Union africaine la création d'un comité d'organisation ad aeternam de cette journée consacrée à la femme africaine. Je tiens ainsi à renouveler mon soutien à l'association Moissia Congo et lui faire part de la disponibilité du ministère du Genre, Enfants et Familles à l'accompagner dans ses actions en faveur de la promotion de la femme. Hormis cette conférence sur la femme africaine, l'ASBEL Moissia Congo prévoit un rassemblement de femmes au stadium de basketball de Martyr les samedis 5 août prochain. Daniel Mwananteba, nous savons que les Congolais ou les autorités congolaises, peut-être, j'affirme, j'ose, sont allergiques aux chiffres. Et on a cité le chiffre de 500 millions de dollars partis presque en fumée, on ne sait pas où ça se trouve. Nous avons suivi le monsieur de la ZADO qui a parlé de l'affectation de cet argent. C'est peut-être là aussi le problème avec les chiffres, avec l'argent, l'affectation de l'argent, où ça part. Pour vous, les organisations des droits de l'homme ou les ONG internationales sont une cinquième colonne de l'impérialisme dans notre pays. Trop de droits de regard, trop de regards sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Quand on n'a rien à cacher, on ne considère pas qu'on nous regarde trop. Marchez dans la rue, quelqu'un vous regarde, il peut vous regarder pour vous apprécier, vous êtes bien habillé. Un autre peut vous regarder parce qu'il n'apprécie pas votre démarche, mais vous n'avez pas commencé à vous arrêter à chaque fois qu'on vous critique pour faire du foin. Marchez tout nu. Ne soyez pas surpris que tout le monde vous regarde et qu'il y ait des ricanements derrière vous. C'est un exemple que je donne. Pourquoi? Soyez honnête. Gérez vos comptes en toute transparence. On ne vous emmerdera pas. C'est vrai que l'Occident, lorsqu'il vous en ligne de mire, il cherche toujours des poux dans la tête. Mais toutes ces ONG,
La question qu'on doit se poser de savoir. Qui est derrière aussi ces ONG, Daniel Monate? On se pose aussi la question. C'est pas aussi pour grossir, chercher des aides, grossir les chiffres, les morts et tout ça pour leur donner un peu une contenance, parce que c'est quand même trop. Vous savez, pourquoi seulement la RDC? Les massacres de Lubumbashi, qui ont coûté aussi cher au maréchal Mobutu, c'était l'œuvre des ONG, mais en ce moment-là, il n'y avait qu'un seul mort. Il n'y avait qu'un seul mort. Il n'y avait qu'un seul mort. Tout le monde applaudissait. Après combien de temps on a su la vérité, Daniel Monateba? Sauf que là, aujourd'hui, nous constatons qu'à des manifestations, il y a 5 morts, 10 morts, 20 morts. Le jour où on connaîtra la vérité, on vous dira peut-être qu'il y en avait 500, 1000 ou 2000. Mon problème est simple. Je ne suis pas, moi, un pion de l'Occident. Je n'apprécie pas. On vous le reproche d'ailleurs souvent. Je ne le suis pas. Vous de l'opposition d'être des... Je ne le suis pas. Les pions de l'Occident, dans l'opposition, ils sont connus. Je ne le suis pas. Je n'ai pas de combine ou d'affinités particulières avec les Occidentaux. Des ambassadeurs. Mais je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Mais une chose est sûre, on ne peut pas non plus se dire politique et vivre en autarcie. Il faut avoir des contacts extérieurs, ne fût-ce qu'en termes de financement, en termes de soutien, en termes de protection. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les politiques, les opposants sont mis en difficulté, le premier réflexe, c'est d'appeler qui? La MONUSCO. La MONUSCO n'est pas une partie de l'armée congolaise. Ce sont encore les Occidentaux. Mais ce sont ces mêmes Occidentaux de la MONUSCO qui aident aussi la CENI à déployer son matériel. En ce moment-là, il n'y a pas de problème d'ingérence. Mon problème est que les ONG peuvent exagérer. Je ne le nierai pas, parce que je ne sais pas exactement la teneur de la vérité. Mais je me dis que personne aujourd'hui ne peut prétendre dire que toutes les critiques de la communauté occidentale ne reposent que sur le besoin de nuire. Non. Est-ce qu'il faut un dialogue? Nous revenons sur le dialogue, Monanteba. Peut-être le gouvernement doit dialoguer et dire la vérité. Il ne faut pas qu'il attende toutefois l'attaque de ces ONG pour réagir. Nous avons suivi le ministre de Mines. On l'a d'ailleurs approché de parler qu'après l'attaque ou la publication du rapport de Global Witness. Pour vous, est-ce que de temps en temps, on doit dialoguer, pas seulement politique, mais dialoguer aussi sur l'économie, dialoguer sur la justice, dialoguer sur le sport, dialoguer sur autre chose, genre des tables rondes pour chaque secteur? Oui, mais dialoguer. Dans le cas d'espèce, je ne vois pas encore on va dialoguer. Il y a un rapport de l'ITE, il y a Human Rights Watch comme ONG. Il y a des tas d'ONG qui dénoncent. Ce que devrait faire le gouvernement, c'est s'expliquer. Parce que nous sommes partie de la communauté internationale. Lorsqu'on dit communauté internationale, c'est bien, mais on oublie qu'on en fait partie aussi. Vous savez, pour les Éthiopiens, la RDC, c'est la communauté internationale. Pour les Gambiens, la RDC, c'est la communauté internationale. Ce qu'il faudrait faire, plutôt, au lieu de s'acharner chaque fois et œuvrer à coup de droit de réplique et consorts, partez du principe. Lorsque les ONG internationales disent que la production nationale congolaise est dilapidée et détournée, ou, pour être plus correct, souffre d'une mauvaise affectation. Et c'est de cette mauvaise affectation, ou de ces détournements, ou de la corruption, que nous constatons le domaine de la santé qui ne fonctionne pas, l'agriculture qui n'est pas relancée, l'éducation qui est, je ne sais pas dans quel état. Qui va nier que le constat est réel? La population se nourrit-elle correctement? La population peut-elle envoyer ses enfants à l'école correctement? Peut-elle se faire soigner correctement? Vous voyez des gens mourir parce qu'ils n'ont pas de quoi s'acheter une cure de quinine. Vous arrivez avec votre enfant dans les bras à l'hôpital, il meurt dans vos bras parce qu'on ne veut pas le soigner, parce qu'il faut une caution. Mais c'est insupportable. Et avec ça, vous pensez que ce sont les ONG qui doivent venir nous apprendre que nous souffrons, que nous sommes miséreux? Non, mais Daniel, le gouvernement devrait... Vous êtes politique. Moi je m'acharne sur vous. Vous êtes politique. Quand vous allez dans vos fameux dialogues, vous discutez de quoi, en fait? Comme incessamment, peut-être il y aura un troisième dialogue et tout ça. Vous parlez de quoi? De vos intérêts propres, des ministères que vous voulez avoir? Est-ce que vous parlez de tout ça? Est-ce que vous pensez à ce peuple, Daniel Monateba? Madame Paulette, je suis au regret de vous dire et de reconnaître que dans tous ces forums-là, tout le monde parle au nom du peuple. Mais personne n'œuvre dans l'intérêt de ce peuple. Même vous aussi, hein? Même Monateba aussi parle au nom du peuple. Je parle au nom du peuple. Je peux dire que je n'ai pas œuvré comme il le fallait dans les intérêts du peuple pour la simple et bonne raison que je ne peux pas et je ne pouvais pas rester silencieux face à toutes ces misères et face aux actes que posent les gens qui nous gèrent. Et normalement, je devrais être en mesure de me soulever, d'élever ma voix, de parler plus fort. Parce que la faute leur incombe pour ce qu'ils font. Mais la faute nous incombe encore plus à nous,
opposants, et même à cette population, pour les regarder faire en silence. La population est amorphe, la population congolaise ne réagit pas. Jusque-là... Qui réagissent comme les Guinéens, comme les Haïtiens. Qu'est-ce que vous voulez, qu'on sorte dans la rue et qu'on nous tue? Je suis convaincu d'une chose. Si l'on devait rentrer 30 ans en arrière, ou 40 ans en arrière, et qu'on devrait intervertir les peuples, prendre le peuple sud-africain, l'amener en RDC, et prendre le peuple congolais, l'amener en Afrique du Sud, madame, aujourd'hui, nous aurions appris que Mandela est mort en prison, mais que De Klerk est toujours président. Et nous aurons peut-être appris ici que Mobutu n'aurait même pas fait 5 ans au pouvoir. Voilà la réalité. Vous jugez le peuple congolais amorphe? Amorphe totalement. Blablabla. Amorphe. Surtout sur les réseaux sociaux, selon une certaine opinion. Ah, c'est le meilleur endroit où se situe le combat. Les réseaux sociaux. Je suis désolé. L'amorphie. Et du peuple et de nous, les politiques. Vous parlez du dialogue aujourd'hui. Le problème, c'est lequel? Vous allez dialoguer avec qui? Et dialoguer pourquoi? Nos amis de la majorité ont toujours excellé. Lorsqu'ils sont en difficulté à faire profil bas, vous les voyez d'une humilité mais incroyable, à part des gens comme Machala qui excellent dans la provocation, alors qu'il ne se rend pas compte qu'en voulant être plus royaliste que le roi lui-même, il est en train de faire perdre des plumes au pouvoir qu'il défend. Mais il l'apprendra bientôt, il ne sait pas encore pourquoi, il l'apprendra bientôt. Chaque fois que vous allez négocier, la majorité vous donne tous les gages de la bonne foi. Et vous vous dites, non, cette fois-ci, vu la gravité de la situation, non, ces gens ont compris. On n'a pas, nous non plus, le droit d'être extrémistes et de laisser le pays brûler. Négocions. Politique de la chaise vide. Vous négociez, en toute bonne foi, convaincus que face à la situation, des gens sensés doivent aller dans le sens du respect des textes que vous signez pour sauver la République. Dès que les textes sont signés, ils s'appuient sur ces mêmes textes dans les paragraphes qui les arrangent, pour dire, non, mais de toute façon, l'accord avait dit ceci, cela, mais vous vous rendez compte qu'en fin de compte, il ne respecte rien. Et cela avec une arrogance, mais une suffisance incroyable. Une fois, deux fois, moi, je dis, en ce qui me concerne, parce que je ne peux pas parler au nom de la classe politique ou de l'opposition, mais je dis, en ce qui concerne Daniel Monateba, en ce qui concerne le Parti Socialiste, nous avons dit, nous ne donnerons plus de béquilles à qui que ce soit. Nous ne participerons plus à aucun forum, de quelque format qu'il soit. Parce que vous cap vers les élections, Daniel Monateba. Cap vers les élections. C'est ce que l'accord de la Cinco dit, c'est ce que le Premier ministre Bruno Tshibala nous a promis. Il a dit, après chaque gorgée d'eau, que la RDC aurait les meilleures élections de son histoire dans les délais convenus. Le délai convenu, c'est avant fin décembre 2017. C'est ce que dit l'accord. Donc, par rapport à ça, je ne vois pas pourquoi je vais m'en tenir au propos de qui que ce soit d'autre. Cap vers les élections. Une question sur la femme africaine, bien sûr, nous pouvons le parler. Est-ce que la femme africaine est-elle vraiment une femme politique aujourd'hui? Ou est-elle une femme folklorique, entre guillemets, en quelques poussières de secondes? Il y a des femmes politiques, mais qui n'ont peut-être pas le moyen d'avoir pignon sur rue ou d'être mises en avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de folkloriques, de femmes politiques théâtrales. Et c'est celles qui ont les moyens ou les opportunités de communiquer. Mais il y a énormément de femmes politiques et leur force, c'est justement leur silence. Nous continuons, mesdames et messieurs, nous allons vers deux ministères dans cette rétrospective. Ministère de l'Intérieur, comme vous le savez, hein, il n'y aura plus de visa pour les fonctionnaires congolais, les diplomates congolais. Donc, nous sommes exemptés des visas pour aller en Afrique du Sud. Et l'audience du ministère de l'Économie avec les opérateurs du secteur du pétrole. Emmanuel Ramazani Shadari et Lingiwe, respectivement vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur RD congolais et ministre de l'Intérieur sud-africain, signent un accord d'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services pour les officiels aussi bien congolais que sud-africains. Il s'agit de l'aboutissement des négociations entamées depuis plusieurs décennies et marque un tournant décisif dans la coopération bilatérale entre les deux États. En signant ce protocole d'accord, la coopération entre les deux pays fait un bond de l'avant dans l'intégration de leurs peuples et de leurs économies. C'est pourquoi il convient donc ici de rendre un vibrant hommage
à leurs excellences, M. Jacob Zuma et Joseph Kabila Kabange, respectivement président de la République d'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo, pour leur clairvoyance. À en croire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur RD congolais, cet accord est signé dans le respect strict des lois et règlements des États hôtes. Dans cet accord, vous allez trouver qu'il y a le refus de l'entrée sur le territoire d'un citoyen considéré comme personne non grata. Rien n'est fait en dehors des lois de deux pays qui ont signé cet accord. C'est pourquoi, comme nous sommes dans un cadre de renforcement d'amitié entre les deux peuples, tous les différends devant résulter dans l'application de cet accord, ces différends-là seront réglés à l'amiable. Pour rappel, cette exemption des visas concerne dans un premier temps les officiels congolais et sud-africains, notamment membres du gouvernement central et provincial, députés nationaux et provinciaux. D'abord, on a observé une surchauffe sur le marché d'échange, les taux qui fluctuaient à tout moment. Nous avions reçu de la profession pétrolière des demandes de réajustement des prix. Et nous nous sommes mis depuis un temps à négocier avec la profession pour examiner le mécanisme d'éviter un réajustement. D'autres parleraient d'une augmentation régulière des prix du carburant. Ils tenaient d'abord à leur créance, qui est réelle. Nous avons consommé au niveau de certains services de l'État plus qu'il ne fallait. Il y a eu des commandes de carburant, notamment quand il y a des problèmes de questions troubles à l'est du pays. Dernièrement, on venait de les vivre au Kasaï. L'armée, en ce moment-là, a besoin d'un peu plus de carburant. La police aussi. Et d'autres services dont je ne vais pas citer les noms ici. Il y a aussi ces taux d'échange qui fluctuent, qui fait qu'ils arrivent à des manques à gagner. Donc, ils demandaient que nous puissions payer cette créance-là. Et bien entendu, ils avaient déjà déposé chez moi une demande de révision des prix. C'est comme ça que nous leur avons dit OK pour la créance pendant un temps, OK pour la prise en charge pendant un temps des manques à gagner, mais non à une révision. Et en échange, je veux dire, pas de révision des prix. Donc, ils menaçaient le dossier de prix. Oh, ils avaient déjà écrit le dossier devant vous là. Il y a leur lettre par laquelle je devais dire on augmente les prix de carburant. Non, il faut préserver la paix sociale. Donc que la population se tranquillise, elle continuera à être servie comme par le passé. Daniel Monatiba, quelle lecture faites-vous de cet accord entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine? Donc, plus de visa, parce que obtenir un visa avec notre passeport, c'est, comme on le dit souvent, un parcours du combattant. Hein. Être congolais n'est pas facile. Hein. Ben, je tiens à préciser que ce n'est pas un accord comme l'accord entre certains pays européens et les États-Unis ou comme la RDC et le Zimbabwe qui a exempté tout Congolais du visa. Ça, c'est un accord circonscrit dans un cadre bien précis qui concerne les officiels, c'est-à-dire les autorités détentrices de passeports diplomatiques et les personnes détentrices de passeports de service. Donc des fonctionnaires de l'État. Des fonctionnaires de l'État, mais vous vous rendez compte en général que beaucoup de membres de famille de certaines excellences ont des passeports de service. Au moins, ça démontre le besoin d'avoir un moyen rapide de pouvoir circuler librement sans trop de contraintes. Par rapport à ça, je n'en viens qu'à une seule conclusion. Vous savez, Yaya Jammeh en Gambie avait un passeport diplomatique. Il est parti avec son passeport diplomatique, se croyant libre de circuler comme il le voudrait. Mais je crois avoir entendu qu'on vient d'annuler son passeport diplomatique. Mais au moins, ça permet au moins à Yaya Jammeh de se retrouver déjà en dehors de la Gambie, donc en sécurité. Et à ce titre-là, je ne sais pas les tenants et les aboutissants de cette mesure, de cet accord ou les avantages. Bon,
Mais il y a quand même des avantages pour les fonctionnaires congolais qui veulent y aller parce que le temps de chercher le visa, 2 semaines, 1 semaine, quand on a des dossiers assez pressés, ce sera facile pour les fonctionnaires congolais d'y aller en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qu'on le veuille ou pas, c'est un peu notre Europe, hein, c'est un peu notre Belgique, hein, c'est un peu notre États-Unis ici en Afrique, qu'on le veuille ou pas. Oui, hein. mais partez du principe que... Se faire soigner, tout ça... oui, voilà, c'est vrai, mais beaucoup, partez hein. du principe que lorsque vous êtes détenteur d'un passeport de service et que vous devez voyager, vous devez avoir un ordre de mission. Okay, c'est-à-dire que vous allez en Afrique du Sud pour une mission. Or, au vu du flux des échanges entre l'Afrique du Sud et la RDC, je ne vois pas trop pourquoi on va se précipiter de voir les détenteurs de passeports de service. Les officiels, je peux comprendre. Pourquoi ne pas ouvrir ça avec un passeport? C'est la question qu'on me posait d'ailleurs. Pourquoi ne pas l'ouvrir au passeport ordinaire? Est-ce que les Sud-Africains ont peur que la RDC se vide? Non seulement cela, mais une telle mesure ouverte au passeport ordinaire prendrait bien plus de temps. Ce genre de négociation pour les passeports ordinaires, le temps de mettre en place les structures suffisantes de contrôle des entrées et des sorties, ça peut vous prendre encore 7, 8, 9 mois. Or, il ne reste que 5 mois. Donc, vous y tenez à votre 5 mois, là. Hein? Ce n'est pas moi qui y tiens. Moi, même si l'accord disait que les élections auront lieu en avril ou en juin 2018, je m'en serais tenu là. Mais l'accord dit décembre 2017. Moi, je n'y tiens pas. Je tiens juste à faire respecter les textes. Nous sortons un peu, c'est vrai que nous n'avons pas ce sujet-là, mais nous pouvons ne pas en parler. C'est la réélection de Paul Kagame, 98% au Rwanda. Daniel Monateba, votre point de vue, 98%, on y est encore dans ces histoires de 98%? Lorsque j'étais étudiant à l'UNEKIS, en droit constitutionnel, c'est le professeur Djelo Apeng qui nous a donné un cours en première gradua, je me rappelle très bien, il y avait un aspect des scores aux élections qu'on appelait des scores staliniens. 99%, 98%. Beaucoup de présidents africains, Mobutu de même, ont eu à l'exploiter, 99,9%. Ceci, cela. Mais j'étais convaincu qu'au sortir de la perestroïka, de la chute du mur de Berlin et de l'évolution en Afrique, ces genres de scores staliniens disparaîtraient. Je suis surpris. Ces scores ne peuvent s'expliquer que par une chose, soit par une très faible participation des personnes qui auraient voulu voter pour les adversaires de Paul Kagame, mais qui se disent que de toute façon, Atan a voté Paulette Kagame Robi Makaka. Donc, je ne vais pas voter. Raison pour laquelle vous avez des scores, c'est 92% sur moins de 30% de la population qui a voté. Donc, s'il y avait eu 60 ou 70% de la population qui avait voté contre lui, en plus, il serait redescendu à 46%. Donc, ce n'est pas une victoire pour presque un échec, Paul Kagame. C'est un échec pour le peuple rwandais de se retrouver face à ce genre de choses. Mais ce qui se passe chez nos voisins ne m'intéresse pas trop dans la mesure où je ne suis pas partisan de l'ingérence, mais je crois quand même ça impacte, hein, ne vous en faites pas, c'est que ce n'est pas chez le voisin, impacte toujours. Ce que je dis, je ne suis pas partisan de l'ingérence, mais je pense quand même que face à certaines choses, il faut pouvoir s'exprimer. J'attends la suite, s'il y a des enquêtes qui vont se faire pour savoir s'il y a eu fraude ou pas, je ne vais pas me faire ma religion là-dessus, ou bien faire des déclarations là-dessus, parlant de fraude ou quoi, mais je trouve ça, sans parler de fraude, hein, je n'affirme rien, mais je trouve ça quand même bizarre. Nous n'allons pas y entrer trop de détails. Nous rentrons chez nous. Le ministre de l'économie, il a parlé de la révision de prix du pétrole parce que vous avez vu comment le dollar faisait son yo-yo. Hein. On avait un peu peur que le carburant, le litre de carburant prenne de l'ascenseur aussi. Pour vous, ce besoin-là d'ajuster tout le temps, ça casse un peu aussi le vécu quotidien du Congolais. On ne sait pas trop, on se réveille le matin, on ne sait pas le litre coûtera combien. C'est toujours un branle-bas de combat dans ce pays par rapport au prix. Vous savez, le ministère de l'économie, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que représente ce ministère. Et j'ai l'impression que beaucoup de ministres qui sont passés par là ne le comprennent pas non plus. On parle aujourd'hui de le dollar, la hausse des prix, la baisse des prix. Mais vous savez, il y a des choses auxquelles le ministre devra vraiment s'occuper aussi, en priorité. C'est la protection du Congolais par rapport au petit commerce. Vous voyez des Chinois, des Indiens, des Libanais qui ont même des petites boutiques qui vendent des produits en détail. La loi l'interdit.
Un étranger ne peut pas être détaillant en RDC. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Aujourd'hui, on parle du dollar parce qu'il faut communiquer, n'est-ce pas, pour calmer la population. Mais la population ne se calmera pas par des explications évasives et puériles. Le constat que je fais, moi, avoir tous les cadres de l'UDPS qui sont aux affaires aujourd'hui, qui ont été formés quand même aux côtés du président Tshisekedi. Excusez-moi, c'est regrettable à dire, mais c'est un constat. Je me rends compte que l'UDPS a formé beaucoup de grands militants, de grands combattants, mais pas de grands gestionnaires. C'est un peu ça, les mythes, c'est un peu ça. Hein? Les mythes, les gens qui ont été élevés au rang de mythes, souvent sont excusez-moi les termes, des piètres gestionnaires. Hein? C'est ce qui se dit. Nous y sommes. Mais le ministre devrait vraiment parler moins et agir plus. Mais les Chinois, les Libanais, hein, les boutiques, il faut s'y atteler. Parce qu'il y a aussi, de toute façon, la loi économique prévoit une fixation des prix. Il y a des brigades, normalement, qu'on appelle des brigades de contrôle. Il y a ce mécanisme qui est mis en place où des gens circulent incognito et relèvent juste les prix dans les différents supermarchés et consorts pour vérifier que tous les prix doivent être les mêmes. Tous les vendeurs de spaghettis payent les mêmes taux de douane. Mais il y a des prix dans tel supermarché. Comment vous allez comprendre que dans tel supermarché, un paquet de spaghettis est à 1000 francs, dans un autre supermarché, le paquet de spaghettis est à 5000 francs? Les canettes de coca sont exportées, oui, mais on paye la même douane pour toutes les canettes. Mais par rapport au tableau d'affichage, nous allons parler de ça avant de passer. Nous sommes dans le secteur de l'économie, le panneau d'affichage. Vous avez suivi la mesure du Premier ministre de ne plus afficher le taux du dollar. Pour vous, ça a eu un effet psychologique parce qu'à un moment, le taux a baissé jusqu'à 1400, si je ne me trompe pas, 1300, 1400. Ne faut-il plus afficher la parité dollar-franc congolais en RDC? Parce qu'il y a eu spéculation. On vous a accusé d'ailleurs, vous, de l'opposition, de jouer à ce mauvais jeu. Non, mais ça, c'est pas... Écoutez, le vrai problème, c'est pas celui-là. L'affichage, parvenir à être assez naïf pour penser que c'est juste le fait d'avoir annulé l'affichage qui a fait baisser le dollar. Mais alors, dans ce cas-là, je comprends que le Premier ministre lui-même ne croit pas aux mesures dont il vient de nous parler tout au long de la semaine. On nous a appris que la baisse du dollar était due aux mesures prises par la Banque centrale. J'ai entendu M. Mutombo, le gouverneur de la Banque centrale, qui a injecté beaucoup d'argent. Cette baisse du taux du dollar, la déflation, était due à l'action de la Banque centrale. Alors dites-moi, c'est la Banque centrale qui avait pour action d'effacer ou d'interdire le tableau d'affichage? Non, ils disent une chose et son contraire. La gravité dans tout cela, c'est qu'on ne respecte plus la monnaie Congo, le franc congolais. Parce que lorsqu'on dit plus de tableau d'affichage, c'est pourquoi? Parce que la plupart des petits cambistes là font de la surenchère pour avoir le maximum de devises. Vous comprenez? Mais c'est dû à quoi cette surenchère? Aux besoins de ces devises. On a tellement besoin de dollars pour importer ou bien pour fournir aux importateurs et consorts qui déposent des milliers et des milliers de francs congolais, que vous n'arrivez plus à écouler parce qu'il n'y a pas de dollars, la spéculation commence. C'est la rareté du dollar qui crée l'inflation. Le Premier ministre le sait, le ministre de l'économie le sait, enfin, j'espère qu'ils le savent, que c'est la trop forte augmentation de la masse monétaire en monnaie locale, en circulation, qui entraîne également l'inflation, sans compter la non-production et consorts. Qu'est-ce qui a fait monter le dollar américain? C'est sa rareté sur les marchés. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de francs congolais. La question de savoir d'où viennent ces francs congolais. La planche à billets a tourné, on a ouï dire. Oui, mais si on fait tourner la planche à billets, qu'on ne se plaigne pas ensuite que cette planche à billets entraîne une augmentation de la masse monétaire en circulation et que cette augmentation de la masse monétaire en circulation entraîne l'inflation. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par l'installation du général Kassongo. Comme vous le savez, il y avait eu changement à la tête de la police nationale congolaise et évidemment la visite de l'ASBEL Presse pour le Progrès à l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle.
Une ambiance particulière a été observée ce jeudi au camp Lufungula, site réservé aux parades policières. Il était question de remettre officiellement le bâton de commandement au général Kasongo Kitenge Silvano, nommé récemment commandant de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa. Après avoir passé les troupes en revue, le premier citoyen de la ville va brosser en quelques lignes son discours prévu pour la circonstance. Ce, avant de remettre l'étendard au général Kasongo Kitenge Silvano, symbole du pouvoir. André Kimbuta l'a exhorté à faire preuve de responsabilité dans les lourdes tâches qui lui sont confiées. Général Kasongo Silvano, je vous remets cet étendard, symbole de votre pouvoir en qualité du commandant de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Je vous prie de le conserver jalousement jusqu'au sacrifice suprême. Le gouverneur de la ville capitale a également saisi cette opportunité pour sensibiliser tous les agents de la police nationale congolaise à bien accomplir leur mission, notamment la sécurisation de la population et de leurs biens. Orefozala, bozana commandant moko, ye atelemi liboso na bino, azana badjo na ye misato, botosa ye na badjo na ye. Na promettre bino eloko kaka moko, ndenge nzamba kopesela nga na kese, nakoki kotika policier te o batindi musala nzala. So bomoni boza nzala, eza bakonzi na bino. À l'occasion de cette cérémonie des passations de commandement, le premier citoyen de la ville, André Kimbuta, a promis une récompense aux policiers qui ont eu à bien assumer leur mission. Les membres de l'ASBEL Presse pour le Progrès ont foulé les sols de l'INPP dans la matinée de ce vendredi. Ils ont été accueillis par le directeur provincial Joseph Bonjeke. Les deux parties ont eu quelques échanges avant d'entamer la visite guidée conduite cette fois-ci par le sous-directeur provincial Benjamin Kasongo. De l'atelier de formateurs froid et climatisation en passant par le laboratoire de démarrage des moteurs pour terminer dans la salle d'électricité, énergie renouvelable, maintenance, informatique et autres, les membres de l'ASBEL Presse pour le Progrès ont été émerveillés. Presse pour le Progrès, pour sa première activité, nous l'avons dit, nous sommes venus dans un des grands instituts de formation professionnelle de la République démocratique du Congo, parce que Presse pour le Progrès a comme objectif aussi la formation de ses membres, comme on dit aussi, le renforcement de nos propres capacités. Nous avons fait une visite vraiment très très instructive. Nous avons été émerveillés par ce que nous avons vu à l'Institut national de préparation professionnelle. Souvent on passe devant, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, il faut venir. Et en tout cas, la formation est vraiment impeccable. On a été émerveillés vraiment. Moi j'ai personnellement vu une dame qui a cousu un habit en moins de 6 mois et elle n'avait même pas fait la couture, en tout cas, donc c'était incroyable. Et pour cette première sortie, nous avons déjà, j'ose le croire, un partenariat solide avec l'INPP pour la formation de tous les membres de Presse pour le Progrès. Et je profite donc de cette occasion pour vous appeler à intégrer cette structure qui est une structure très sérieuse. Alors venez à Presse pour le Progrès et vous allez être formés en plus de votre formation classique. Le directeur provincial de l'INPP, Joseph Bonjeke, n'a pas manqué de louer ce geste. Je me suis rendu compte que les femmes journalistes veulent aussi faire la promotion de l'INPP. Et nous, on a toujours considéré cette tâche comme étant une tâche assez complexe qui demande parfois un accompagnement. Donc avoir l'accompagnement des journalistes, c'est déjà résoudre le problème de la promotion de la formation professionnelle. Signalons que l'INPP est implanté dans plusieurs villes de la RD Congo, notamment Goma, Matadi, Lubumbashi, Mbujimaï et autres. Cette institution est ouverte à toutes les entreprises du pays et reçoit même les étrangers pour la formation.
Daniel Monanteba, je vous ai vu faire un rictus, hein, quand même, quand vous avez suivi le numéro 1 de la ville, quand il dit que ceux qui vont au Fanzala et Zangateza Bakondinamino. Expliquez un peu cette phrase-là. Lui n'est pas responsable ou il n'a rien à voir dans la police? Je n'ai pas très bien compris, c'est pour ça que j'ai fait ce petit rictus. Je sais que le numéro 1, la première autorité politique qui est numéro 1 de la ville de Kinshasa, c'est le gouverneur André Kimbuta. Le général Kassongo n'est que le numéro 1 de la police, mais sous les ordres directs du ministère de l'Intérieur. Du ministère de l'Intérieur, ensuite dépend du gouverneur. Du gouvernorat de Kinshasa. Peut-être qu'il dit dans le sens où lui fera sa part, mais lui ne va pas non plus distribuer aux policiers à manger. Il donne au commandement de la police et le commandant de la police distribue aux policiers. Mais même dans ce cas-là, il ne devrait pas tenir ce genre de propos, disant que ça veut dire que ce sont vos chefs qui auraient détourné. Oui, mais vous, chef de ces chefs-là, comment les laissez-vous détourner sans les sanctionner? Il y a à boire et à manger. Dans tout ça. Et le mélange de l'armée et de la police. Quelle distinction? C'est vrai que les gens de fois ne comprennent pas la distinction entre l'armée et la police. Que doit faire l'armée, que doit faire la police? Parce qu'on a vu des généraux d'armée nommés dans la police et tout ça. On ne comprend pas. C'est un broglio ici en RDC. Mais déjà, la différence entre un général ou un militaire et un policier, c'est que le militaire a pour fonction la défense des frontières ou d'un ennemi extérieur qui aurait pénétré le territoire national. Pour ce faire, il a une formation qui est axée sur l'art de la guerre. Et l'art de la guerre, c'est le fait de tuer l'ennemi. L'armée ne se déploie pas, ne combat pas un ennemi pour le maîtriser à coups de lacrymogène. Non, l'armée se déploie pour tuer. Vaincre et tuer l'ennemi. Donc l'armée ne peut pas être déployée dans la ville ou dans le pays pour combattre, c'est pas la population, non, ou mater une insurrection, quelque chose comme ça. Pas, ce n'est pas le rôle de l'armée. Ça, c'est la police. Ce n'est pas le rôle de l'armée. Mais l'armée peut être déployée parfois sous la forme d'un état d'urgence lorsqu'il y a, lorsque la situation dérape. Vous avez eu le voir aux États-Unis, c'est même pas l'armée, c'est la garde nationale qu'on ramène. Mais normalement, l'armée n'a pas à être en contact avec des civils. Elle est payée avec les impôts de ces civils pour protéger les frontières du pays peuplé par ces civils. La police, par contre, a pour mission de sécuriser le territoire, l'intérieur, c'est-à-dire sécuriser les populations, quoique, en général, ce n'est pas ce qu'on constate. Mais la police a pour rôle, d'abord, de permettre aux citoyens de vaquer paisiblement à leur occupation et de passer des nuits paisibles de sommeil, c'est-à-dire en empêchant les koulouna, en empêchant les braquages à main armée, en empêchant tous ces phénomènes que nous sommes en train de constater et qui nous fait comprendre que la police, en fait, ne nous protège pas. Appeler l'armée à jouer le rôle de la police, c'est-à-dire appeler l'armée à intervenir dans un domaine où elle est censée neutraliser à coups de gaz lacrymogène, de matraque, à coups de bouclier et consorts, contenir les populations. Mais lorsque vous appelez l'armée à faire le rôle de la police, l'armée, les militaires, eux, ont une autre formation qui est de tuer et de repousser l'ennemi. C'est-à-dire, lorsque vous déployez l'armée pendant les marches, les militaires, eux, voient en face d'eux, pas des civils, ils voient des ennemis. Des ennemis, c'est là leur formation. Eux voient des ennemis et que doit faire un militaire d'un ennemi au front? Parce que comme vous les déployez dans la rue, lors des marches, eux, ils se disent, toquez front. Et une fois qu'il est au front, que doit-il faire? Il doit tuer, il doit neutraliser. Ok, nous allons terminer par l'INPP, qui est une des institutions de formation professionnelle. Presse pour le progrès est descendu là-bas pour voir un peu ce que l'INPP fait. La formation, nous allons entrer dans la dernière question, le dernier volet, c'est l'éducation et un peu la formation professionnelle. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en RDC, nous manquions cette main-d'œuvre qualifiée, parce que tout le monde aujourd'hui en RDC veut être avocat, médecin, c'est vrai qu'on en a besoin, mais on a aussi besoin, voilà,
plus d'ailleurs politiciens, parce ça paye mieux. On a ouï dire que c'est pour cette élection, si élection il y aura 60 000 candidats pour 500 places à l'Assemblée nationale. Eh bien là, ça sera vraiment un combat, je ne sais pas, de titans, comme on dit. Mais la formation, la main-d'œuvre qualifiée, on en manque ces derniers temps en République démocratique du Congo. Mais j'ai eu à faire souvent des constats, hein. J'ai eu à faire souvent un constat dans plusieurs émissions. J'ai toujours dit, si vous regardez aujourd'hui, à l'époque, et même aujourd'hui, quand vous cherchez un plombier, un ébéniste, la plupart, c'est toujours des vieux papas qui viennent là. Mais bon, aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même la relève qui est en train de se faire, mais on ne peut pas parler non plus d'une relève hautement qualifiée. Le cas de l'INPP, M. Maurice Chikouya, chapeau bas pour ce monsieur. Je suis opposant, c'est vrai. Il fait partie de l'INPP, membre du PPRD, je suppose, mais je dois quand même reconnaître les efforts qu'il fait et la métamorphose qu'on est en train de voir de l'INPP. Il faudrait être sorcier pour ne pas le reconnaître. Mais le problème est lequel? En termes d'infrastructure, il y a eu un progrès. En termes de formation, il y a eu un progrès. Mais le problème, ce n'est pas au niveau de l'INPP qui se pose. Lorsque vous voulez former des mécaniciens, comme le fait l'INPP, entre autres, hein, formation, mais ces mécaniciens arrivent chez vous à l'âge de 18, 19, 20 ans, avec un diplôme d'État en mécanique. Lorsque vous comprenez déjà qu'aujourd'hui, les plus grands bougres du quartier s'en sont sortis cette année avec 72, 74, 78%, vous voyez parfois même leurs propres parents. Oh, il y a Guélor a eu 68. Nini, Guélor a eu combien? Dit Botika blague. Et on lui amène le journal, le papa se met à pleurer. Les voisins se disent, papa n'a Léline Sengo. Non. Papa n'a fonctionnaire de son état, bagage des Anamutu, Azol Lélande, passe yabi, Mbo Kananga et commune de Boué. Mais comme c'est son fils, Robo Yate, Banango Bagon peu même poli. Papa Roloba à Tomboki. Aujourd'hui, les gens qui font la formation à l'INPP, au sortir de l'INPP, quel est leur vrai niveau? Quand vous apprenez aujourd'hui qu'il y a des gens qui sortent de l'ISTA, mais qui ne savent même pas faire un pont sur 2 fusibles. Il y en a. Ça fait peur. Il faudrait qu'on refonde l'éducation, mais à la base, de la maternelle, qui n'est pas une obligation, mais au moins primaire, secondaire, pour permettre aux enfants qui obtiennent leur diplôme de pouvoir ne fût-ce que s'exprimer en français ou en anglais, couramment, parce que l'anglais fait partie du cursus. Aujourd'hui, hein. Et l'informatique d'ailleurs. Allez dans les quartiers, dites à quelques jeunes qui viennent d'avoir leur diplôme qu'on va vous ravir votre diplôme si vous n'arrivez pas à répondre à une question. Ah, c'est quoi la question? Hello, how are you? Bah, Machette Robiman, ils vont croire que vous les avez agressés parce que vous leur avez posé une question en anglais. C'est triste. C'est triste. Voilà, ce sont les dernières paroles de Daniel Mwalanteba. Merci d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Il est premier secrétaire national du Parti Socialiste. Merci à Rassis Lubanzadio. Je crois que c'est ça le nom. Je ne parviens jamais à dire correctement son nom. Merci à la régie finale. Donc, merci à Freddy Kipimo. Et je fais un coucou à Passion Nigodi, un nom d'actualité.cd. Toute dernière question. Vous connaissez actualité.cd? Un site. C'est un site d'information. Très, très, très intéressant. C'est un des rares qui ne débite pas des âneries et des inepties. Lorsque je lis Actualité CD, je me dis quand même qu'il y a une marge au moins de 70 à 80% de vérité. Vraiment merci. Merci Patient Ligodi de nous donner ce site-là, actualité.cd. Nous restons, comme on dit dans les médias dits classiques, nous sommes là à faire ce que nous aimons faire, ce métier de journalisme. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous sommes amis avec Daniel Mwalanteba. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas communiquer. Alors, nous demandons à nos politiques d'avoir le courage d'être dans les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Je crois que c'est le seul moyen ou le seul contact virtuel que nous pouvons avoir. Vous avez une adresse d'ailleurs? Je dis attention, Madame Paulette. Pourquoi? Lorsque vous appelez nos politiques à se servir des réseaux sociaux, qu'ils s'en servent bien. Sinon, ça sera des vidéos. Oh, je vous en prie. Devant un portrait. Oui, mais il ne faut pas les appeler à... Ça, c'est la vie privée, Daniel Mwalanteba. D'accord, mais qui devient public et qui dérange. Qu'ils s'en servent à bon escient. Merci et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, Inch'Allah.